sur son avenir après les années difficiles que nous venons de vivre et après des années qui ont provoqué une crise politique, une fracture démocratique dans la société qui, je crois, inquiète bien au-delà de la jeunesse. Et j'espère, je souhaite, et on va parler de ça ce soir, que ce mouvement nous donne justement des clés pour ouvrir peut-être la porte vers un nouvel avenir. En tout cas, je souhaite un échange fructueux sur toutes ces questions. Je vous propose qu'on regarde dès à présent la vidéo qui a été proposée. Effectivement, déjà le 9 mars, il y a eu plus de 150 000 jeunes partout en France et ça a continué sans relâche jusqu'au 31, où on est arrivé à plus de 100 000. Il y a souvent un parallèle qui est fait avec la mobilisation qu'il y a eu en 2006 contre le CPE, sachant que la première manif, donc le 9 mars, il y a eu plus de monde qu'à la première manif du CPE. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Après, au cours des premières semaines de cette mobilisation, il y a plusieurs questions qui sont posées que j'ai essayé de reprendre ici. Donc, la première, ça a été mais pourquoi est-ce que les jeunes sont dans la rue? Parce qu'au final, ça ne les concerne pas quand même tout ça. Mais si on analyse quand même ça, si on se dit il y a tant de jeunes que ça dans la rue, c'est quelque part ils sont concernés, parce que les jeunes ne foncent pas comme ça à se mobiliser sans raison. Alors effectivement, il y a les contrats précaires à l'appel, puisque en fait, c'est quand même les jeunes qui sont concernés en priorité par ces contrats-là. Et puis en général, les derniers embauchés, c'est les jeunes, et les derniers embauchés sont souvent les plus facilement licenciés. Donc toutes ces questions-là, elles concernent évidemment la jeunesse. Alors déjà, on a entendu ça, on nous a dit ouais, pourquoi est-ce que vous mobilisez, ça n'a pas de sens, machin. Ensuite, on a entendu, pourtant cette réforme, elle est pour les jeunes, parce qu'une fois que les jeunes ont commencé à être dans la rue, le gouvernement a dit, mais pourtant, on fait cette réforme-là pour lutter contre le chômage, pour votre avenir, tout ça. Alors, qui existe, et du coup, il y a une autre question qui s'est souvent posée, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que, à ce moment-là, les jeunes se mobilisent maintenant, alors que, de rien, des lois comme ça, qui cassent le code du travail, il y en a eu plusieurs, on peut parler de l'ANI, on peut parler de la loi Rebsamen, qui sont quand même des lois dans la même veine, mais du coup, ce que moi j'identifie, c'est en fait c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que depuis 2012, on nous fait des promesses, on nous dit oui, la priorité jeunesse du gouvernement, les engagements de François Hollande sur la jeunesse, etc. Et du coup, au bout d'un moment, on se dit bah ça suffit, parce que au final, on entend toujours les mêmes choses et on voit toujours les mêmes solutions qui nous sont proposées, c'est-à-dire la précarité, on précarise encore plus les jeunes, les contrats comme des contrats qui... Pardon. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur la mobilisation qui se passe aujourd'hui dans les lycées? Du coup, oui, c'est vrai que la question qui revient, c'est les lycéens, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la rue? Pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent? Pourquoi il y a quelque chose qui les distingue pas? Pouvoir discuter de ce qui se passe en ce moment. Et donc là, on a finalement un projet de loi qui n'a fait que cristalliser finalement le malaise qu'on pouvait voir chez les jeunes et chez les lycéens, et donc qui d'autant plus nous annonce que cette précarité, qui est déjà très présente chez les jeunes, elle va s'installer d'autant plus. Et donc on a un ras-le-bol général, c'est ce que disait Camille, et elle a totalement raison là-dessus, qui s'installe, et donc une colère qui est aussi très présente, qui fait que les lycéens aujourd'hui se mobilisent. Les lycéens aujourd'hui se mobilisent, qui se fait et qui est assez important dans la période. C'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis un certain nombre d'années, il me semble. Donc, cette démarche unitaire, elle est très importante dans la période. On voit qu'on a des mobilisations qui rassemblent des gens de tout horizon. On l'a vu le 9 et puis sur toutes les autres mobilisations aussi. Sur la mobilisation qui s'organise dans les facs, comment est-ce que les étudiants se mobilisent, se bougent, descendent dans la rue, y compris du coup quels sont les cadres qui développent. Bonsoir à tous. Bon, déjà merci pour cette invitation ce soir. Et je crois que la question que tu poses sur l'organisation de la mobilisation chez les étudiants, ça peut être une occasion de faire un peu une rétrospective sur une mobilisation jeune étudiante qui dure quand même depuis maintenant près d'un mois. Donc évidemment pas une rétrospective pour en tirer les bilans, parce que je pense même au contraire que là, on est au cœur de cette mobilisation, que les semaines qui viennent, les prochaines manifestations vont être déterminantes sur la capacité de cette mobilisation à retirer ce projet de loi et à imposer nos contre-propositions.
mais quand même un petit peu de rétrospective pour se rendre compte, et je pense que c'est important, et je pense que ça fait du bien, pour se rendre compte à quel point, quand les jeunes rentrent dans l'action collective, ils peuvent faire mentir les pronostics, changer le climat social, faire bouger les luttes politiques. Parce qu'il faut quand même se rappeler, il y a encore un mois, avant le début de cette mobilisation, quelle était l'ambiance générale dans le pays. C'était bon, évidemment une crise économique et sociale, évidemment malheureusement un gouvernement qui tournait le dos au camp social qu'il a porté au pouvoir, mais c'était aussi l'état d'urgence, Camille en parlait, le terrorisme, un climat raciste, xénophobe. Et donc je ne dis pas que toutes ces questions elles ont été évacuées. Évidemment, ça reste des questions graves, des questions importantes auxquelles il faut qu'on apporte des réponses. Mais par cette mobilisation, par l'action collective, je crois que le débat a quand même évolué dans le pays. Maintenant, on parle de jeunes qui se mobilisent pour leur avenir, de salariés qui doivent défendre leurs droits à l'emploi, qui doivent défendre leurs conditions de travail face à leur patron, d'un gouvernement qui, quoi qu'on en dise, est sous pression et est obligé d'une façon ou d'une autre de réagir à la mobilisation et à la pression de la rue. Donc je crois que vraiment on a fait beaucoup de chemin depuis un mois. Moi je me disais ça me fait du bien, et même ça me fait du bien de le dire maintenant, parce que certes un temps de mobilisation c'est un peu épuisant, je crois, pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de militants dans cette salle, mais bon, on a réussi à faire bouger tout ça. Et donc bon, très concrètement depuis un mois comment ça s'est passé? Il y a, je crois, chez les étudiants, mais chez les jeunes en général, il y a eu très rapidement une volonté de s'approprier le débat sur cette question de la loi travail. Une volonté de s'approprier ce débat, puisque la loi travail, comme son nom l'indique, elle parle du marché du travail, elle parle de la question de la précarité, et cette question-là, chez les étudiants notamment, c'est évidemment une question qui parle au triple. Déjà, pour une première raison, c'est qu'on a la moitié des étudiants qui travaillent pour financer leurs études. On a même, si on prend en compte les vacances scolaires, si on prend en compte les stages, les 3/4 des étudiants qui ont une expérience dans le monde de l'entreprise et donc une expérience de la précarité. Donc tous les grands mots du gouvernement sur la flexibilité, le temps de travail, la rémunération, les heures supplémentaires, pour beaucoup d'étudiants de ce pays, pour la majorité d'entre eux d'ailleurs, c'est pas juste des grandes phrases en l'air, ça parle du concret, ça parle de notre quotidien. Et puis de toute façon, au-delà de ces étudiants qui sont déjà dans le monde de l'entreprise, évidemment tous ceux qui font des études dans ce pays, tous ceux qui font les efforts et parfois les sacrifices pour faire ces études, ils le font plus tard dans la perspective, avec leur diplôme, d'aller sur le marché du travail et de s'insérer professionnellement. Et je crois que pour tous ces jeunes, ce projet de loi travail, il a eu effectivement, Camille le disait, un effet goutte d'eau qui fait déborder le vase, avec finalement ce sentiment que on est déjà précaire pendant nos études, on ne l'accepte pas, mais bon, c'est comme ça. On est ensuite précaire pendant notre insertion professionnelle, même avec un diplôme, on ne l'accepte pas plus, mais là aussi, c'est une réalité. Et puis là, maintenant, avec ce projet de loi travail, ce gouvernement, il nous explique qu'en fait, on va être précaire tout au long de notre vie. Et ça devient insupportable. Et nous, ce qu'on répète depuis quelques semaines, et qui, je crois, est un sentiment partagé par les étudiants, c'est que finalement, le seuil de tolérance des jeunes à la précarité, avec ce projet de loi, il a été dépassé. Et donc, c'est ça qui a eu, à mon avis, cet effet déclencheur. C'est ça qui fait que les jeunes, et notamment les étudiants, sont rentrés dans l'action collective et sont mis à descendre dans la rue, ce qu'ils n'avaient pas forcément fait pour les sujets précédents. On avait déjà eu des projets de loi sur le marché du travail, qui étaient des projets de loi libéraux. Malheureusement, ce gouvernement, on n'est pas au premier. On a déjà eu la loi Macron, la loi Rebsamen, on a déjà eu l'AMI, mais là, aujourd'hui, les jeunes de ce pays, ils ont décidé de rentrer dans l'action. Pour finir de répondre à ta question sur comment tout ça s'organise, il y a aussi une vraie question, et je pense une nouveauté dans ce mouvement social, sur comment est-ce que les jeunes de ce pays y rentrent dans l'action. On fait souvent, depuis le début de la mobilisation, le parallèle avec la mobilisation contre le CPE, il y a 10 ans. Et c'est vrai que, malheureusement, on a une similitude, on va dire, de fil conducteur idéologique chez ceux qui sont au pouvoir sur comment ils justifient leur projet de loi. La CPE ou loi travail, ça revient à expliquer aux jeunes de ce pays, accepter la précarité si vous voulez trouver du boulot. Avec chaque fois le même résultat, il y a plus de précarité, mais il y a aussi plus de chômage à la fin. Donc il y a certes un parallèle politique et idéologique, mais j'en reviens à ce que je disais sur la façon dont la mobilisation s'est organisée. Bon, moi je trouve, j'étais que lycéen à l'époque du CPE, mais je trouve que cette mobilisation, elle est déjà très différente de ce qui s'est passé avec le CPE. Parce qu'en réalité, chaque génération de lycéens, d'étudiants, Samia en parlait, chaque génération de jeunes, elle réinvente la façon dont elle fait un mouvement social. Et ce qu'on a pu constater,
c'est la vidéo que vous avez diffusée, et il y a eu la volonté chez les jeunes d'utiliser un nouvel outil, un nouveau cadre d'action collective. Je pense notamment aux jeunes qui sont déjà dans l'insertion professionnelle, qui sont déjà des travailleurs, qui sont précaires, qui sont atomisés sur le marché du travail, qui n'ont pas forcément, et c'est un sujet, c'est un problème, il faut y répondre, qui n'ont pas forcément de cadre d'organisation syndicale dans leur entreprise sur le marché du travail, qui là, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook, avec notamment le hashtag « On vaut mieux que ça », ont trouvé un cadre d'expression collective et s'en sont saisis. Donc ils ont investi les réseaux sociaux, ils ont investi encore, heureusement, les universités, même si par ailleurs ça devient un vrai sujet. On parlait de répression tout à l'heure, on a un sujet face aux administrations d'universités qui font des fermetures administratives, veulent nous empêcher de nous réunir et de faire des assemblées générales, mais on a quand même occupé ce terrain-là. Et puis, dernier exemple d'espace, de cadre collectif que les jeunes occupent, je crois qu'il est très récent, mais on l'a tous en tête, c'est ce qui est en train de se passer à République avec la Nuit debout. On a occupé les réseaux sociaux, on occupe autant qu'on peut nos universités et nos lieux de travail, et là on occupe l'espace public, on occupe des places dans la ville pour se rassembler, pour discuter et pour mener des batailles collectives. Donc moi c'est tout ça qui me fait dire qu'on réinvente une façon de faire un mouvement social, mais en tout cas je crois que les jeunes de ce pays, ils sont déterminés à la fois pour dire stop, ça suffit, on arrête de se faire marcher sur les pieds, et puis aussi déterminés pour essayer un peu de porter une alternative à tout ça. Donc je ne vais peut-être pas développer parce qu'on a déjà parlé plus longtemps que les précédents intervenants, mais juste je finis là-dessus. Il y a à mon avis quelque chose de très fort dans cette mobilisation, c'est qu'on entend souvent des gens nous expliquer que les jeunes de ce pays, notamment s'ils se mobilisent, alors c'est parce qu'ils n'ont rien compris à la loi, etc., mais c'est aussi parce qu'ils sont angoissés, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du marché du travail. Plein de gens qui nous expliquent ça, un peu comme si la réponse à cette mobilisation, ça devait être mettre en place une énorme cellule psychologique pour les jeunes de ce pays qui vraiment sont extrêmement angoissés. Bon, moi je suis pas convaincu par cette analyse. Évidemment, individuellement, il y a de la crainte quand on vient d'obtenir son diplôme. Est-ce que je vais trouver du boulot? Combien je vais être payé? Est-ce que je vais me faire virer? Ça existe individuellement. Mais collectivement, je trouve au contraire qu'on a une génération, et c'est une bonne chose, qui est très sûre d'elle-même. Quand j'en reviens à la vidéo, le slogan, le hashtag de la mobilisation sur les réseaux sociaux, c'est « On vaut mieux que ça ». On vaut mieux que ça, moi je ne trouve pas que ce soit le slogan d'une génération qui est angoissée. Je trouve au contraire que c'est le slogan d'une génération qui est extrêmement sûre d'elle-même, de ses qualifications, des études qu'elle a fait, de sa compréhension du monde, la façon dont il a changé, la façon dont il est complexe, de sa volonté de changer les modes d'organisation du travail, de la coopération plutôt que de la compétition, de la solidarité plutôt que de la précarité. Donc des jeunes qui sont très sûrs de ce qu'ils peuvent apporter au marché du travail et à la société en général, et à qui, finalement, on n'arrive pas à donner de réponse, on n'arrive pas à donner de place, mais pire, à qui on explique que la seule perspective, la seule horizon qu'ils ont, c'est d'autant plus de précarité. Et bien, ce différentiel-là, entre ce qu'espèrent les jeunes, ce qu'ils portent et ce qu'on leur propose, ce différentiel, cette confrontation, ça fait évidemment la mobilisation d'aujourd'hui, mais je crois que c'est aussi extrêmement porteur dans l'alternative que ces jeunes peuvent porter dans la société et dans celle qu'ils peuvent construire à partir du moment où ils s'organisent ensemble et à partir du moment où on commence à les écouter. Merci. Est-ce que tu es sûr de toi-même? Oui. Dans les universités, bien sûr, il y a les syndicats, mais il y a aussi une place, ou en tout cas on prend la place de faire de la politique. À toutes et tous, je crois que ce mouvement, c'est d'abord un beau pied de nez. C'est un beau pied de nez parce que on nous dit depuis des années que les jeunes sont dépolitisés, ne s'intéressent pas aux questions de travail, aux questions de leur avenir, puisqu'ils ne votent plus aux élections. Eh bien, je crois que voir 200 000 jeunes à travers le pays qui se mobilisent depuis un mois toutes les semaines, c'est un pied de nez à tous ces libéraux qui nous disaient que there is no alternative, excusez mon accent, on va dire que je ne suis pas étudiant en anglais. C'est un pied de nez aussi parce qu'on nous a dit il y a quelques semaines, oui, c'est simplement des jeunes qui ne comprennent pas trop, ils sont manipulés, bon, c'est juste contre un projet de loi. Et je crois que ça part d'un mouvement de feu, au contraire. Ça part d'une colère qui est ancrée. Et c'est ce que tu disais un peu, William. Parce que les étudiants qui viennent
dans les AG des jeunes qui viennent dans les manifs, ils s'expriment beaucoup depuis un mois. Et qui sont ces jeunes? Ce sont les 40% de jeunes diplômés qui sont au chômage un an après le diplôme. Parce que c'est ça en France, un an après le diplôme, après le bac plus 5, 40% de jeunes diplômés au chômage. Ce sont les 1 diplômés sur 2 qui, après avoir fait 5 ans d'études dans une filière, sont obligés de se réorienter dans une autre filière professionnelle parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur branche. Quel niveau de salaire d'un pays du tiers-monde? Comment on peut vivre avec ça? Et au-delà de ça, bien sûr qu'il y a une compréhension de la loi. William, tu disais, il y a 1 million d'étudiants salariés aujourd'hui. Et la réforme des heures complémentaires pour les dans cette mobilisation. Et ça, un pied de nez enfin, parce qu'on nous disait, mais vous êtes minoritaire, vous êtes une bande d'énergumènes, voilà, des kéfiers, des bérets qui veulent aller bloquer les facs. D'ailleurs, si vous n'avez rien à faire demain, vous pouvez venir à 7h à Nanterre, on se rejoint et on bloquera la fac. Peut-être que certains ont bloqué il y a quelques années, partagez votre expérience. J'ai Pierre bloqué les facs, donc c'est un peu envie de recommencer. Et bien, tous les sondages le montrent, et il y avait un BVA dimanche qui indiquait que 72% des jeunes soutiennent le mouvement, un mois après le début du mouvement. Donc, il faut le dire ça aux libéraux, ce sont eux qui sont minoritaires. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est minoritaire chez les étudiants, alors même qu'en 2012, la très grande majorité des étudiants, ceux qui étaient en âge de voter en tout cas, ont voté pour François Hollande au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc là aussi, c'est un bon pied de nez quand on voit qu'il y a des assemblées générales étudiantes dans 70 établissements, et ça va de l'IUT de chimie de Grenoble à l'école des ponts et chaussées. Donc c'est pour vous dire à quel point ce mouvement est majoritaire. Il est majoritaire dans les têtes, mais il n'est pas encore majoritaire sur le terrain. Tout le monde n'est pas encore mobilisé. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque jeune soit mobilisé. Donc on va organiser des conférences, d'ailleurs Pierre sera à Sciences Po Paris demain soir, on va organiser encore des assemblées dans les UFR, dans les CTU, parce que si on est majoritaire sur le terrain, on pourra gagner. Preuve en est, au départ le gouvernement, je finis bien, au départ le gouvernement nous disait, bon ils sont juste quelques-uns à faire des pétitions sur Internet, c'est du vent. Bon, le 9 mars, ils se sont dit, bon, on va peut-être commencer à dialoguer. Ensuite, ils ont vu la mobilisation, ils se sont dit, bon, on va reporter le Conseil des ministres, parce que là, on commence à trembler à Matignon. Bon, et là, il y a eu le 31 mars, et là, on n'a pas fait que trembler, on a transpiré à Matignon. Donc, on retourne voir les organisations de jeunesse. On sort, le gouvernement a décidé de retirer ses œillères. Donc voilà l'objectif. On peut être majoritaire. C'est la première fois depuis des années qu'on est en capacité d'être majoritaire sur le terrain. C'est notre seul objectif aujourd'hui, être majoritaire pour le retrait de la loi, pour des mesures de progrès social pendant et après les études. C'est la condition pour gagner, et je suis sûr qu'on peut gagner. Voilà, merci. De cet appel unitaire et du coup la JOC, vous avez une adresse particulière vis-à-vis des apprentis et pour rebondir sur ce que disait Mathieu il y a quelques instants, il est essentiel pour que cette mobilisation soit une réussite de s'adresser à tous les jeunes. Et on sait que l'adresse avec les apprentis est plus difficile parce qu'effectivement atomiser aussi c'est le terme qu'avait employé William. Donc, quelle est, vous, votre adresse vis-à-vis des apprentis? Comment est-ce qu'ils s'engagent dans la mobilisation, y compris parce que, grâce à... Alors, avant de venir spécifiquement sur la question des apprentis, c'est vrai qu'à la JOC, on rejoint en grande partie des apprentis, mais pas que. On cherche à rejoindre tous les jeunes du milieu ouvrier, donc notamment également des jeunes travailleurs, des jeunes privés d'emploi, malheureusement de plus en plus. Et ce qui est intéressant, chaque année, on fait une relecture de ce qu'on appelle les réalités de vie des jeunes du milieu ouvrier. Et cette année, on a cherché à savoir le rapport des jeunes du milieu ouvrier au travail digne. Qu'est-ce qu'était pour eux un travail digne? Quelles étaient des conditions de travail dignes et à l'inverse des conditions de travail indignes? Et ce qui est intéressant, c'est une relecture qui est en cours, donc j'ai surtout des constats qui ressortent, mais c'est que le travail, il est toujours
vraiment au centre de la vie des jeunes du milieu ouvrier. Ces jeunes, ils continuent à se sentir exister par le travail. Le travail permet d'avoir un statut, permet d'être reconnu dans la société. Donc vraiment une vraie importance du travail chez les jeunes qu'on rejoint. Également des jeunes qui sont très ancrés dans la réalité. Comme disait William, c'est pas une peur qu'ils ont du monde du travail, mais ils sont en tout cas réalistes. Soit parce qu'ils vivent eux-mêmes, ils sont déjà dans le monde du travail, ou ils voient ce que peut vivre leur entourage. Et donc ils sont réalistes et ils n'ont pas une ambition démesurée. En termes de conditions de travail dignes, c'est des horaires dignes, une rémunération digne. Il y a une question très importante qui est le besoin d'égalité. Plus de discrimination, plus de racisme, plus de sexisme. Pouvoir s'épanouir au travail, également en dehors. Être respecté au travail, mais également respecter ses collègues. Et également, très important, la notion du respect de son propre travail. Il y a toujours cette notion de la fierté du travail bien fait qui est présente chez les jeunes qu'on rejoint. Globalement, quand même, ces jeunes-là, se disent prêts à accepter parfois des conditions de travail indignes, malheureusement aujourd'hui, avec tout ce côté un peu réaliste qu'ils ont sur le monde du travail. Et je pense que avec cette notion qu'ils ont déjà, même dès les plus jeunes qu'on rejoint, hein, dès 13-14 ans, savoir qu'ils vont devoir mettre des exigences matérielles de côté, certaines valeurs de côté. Je pense que c'est ça qui a fait que cette loi travail, ça a été la goutte de trop. Voilà, qu'on leur demande encore une fois de se précariser l'ensemble des actifs, hein, non seulement les travailleurs, mais les privés d'emploi. Et donc à la JOC, on a à peine eu besoin de pousser à la mobilisation. Les jeunes d'instinct rejoignaient des mobilisations qui se créaient un peu partout en France. Après, ça reste des jeunes qui parfois méconnaissent encore pas mal leurs droits, notamment leurs droits au travail, qui ont du mal à comprendre bien le monde qui les entoure, savoir quelle place ils doivent jouer dans ce monde. Donc nous, ce qu'on essaie d'avoir comme rôle l'association d'éducation populaire, c'est de permettre d'avoir des espaces où ils peuvent se retrouver et entre jeunes, par l'échange, le débat, acquérir un esprit critique, se faire sa propre opinion, notamment sur cette loi, et pouvoir ensuite, en connaissance de cause, s'engager. Alors bien sûr, indications qui ne sont encore une fois pas démesurées, qui sont concrètes, réalisables, et voilà, ils veulent se battre pour les réaliser. Il y a 70% des apprentis aujourd'hui qui jugent qu'ils sont mal rémunérés, hein, avec une discrimination via l'âge de la rémunération des apprentis. Selon l'âge des apprentis, ils reçoivent un pourcentage du SMIC. Il y a 25% des candidats à l'apprentissage qui arrêtent leur formation parce qu'ils ne trouvent pas de patron. Donc malheureusement, dans ce contexte actuel, trouver un patron, c'est vraiment être à la recherche du Graal. 54% des apprentis qui considèrent qu'ils n'ont pas de bonnes conditions de travail. Hein. Et ça, malgré le fait qu'ils jugent leur filière passionnante. Ils aiment énormément cette pédagogie d'apprentissage. Malgré ça, c'est des conditions de travail qui sont indignes, qui ne les respectent pas en tant qu'être humain. Et donc, on travaille notamment avec les syndicats, bien sûr avec la CGT sur ces questions-là, mais c'est comment reconnaître les apprentis comme des travailleurs avec un contrat de travail et des droits qui doivent être défendus. Il y a également la question de l'accompagnement des apprentis par les maîtres d'apprentissage, les formateurs en CFA, qui, avec les moyens limités qu'ils ont, ne font aucun suivi des apprentis qui sont lâchés dans ce monde du travail. Et la question de la représentation des apprentis. Qui aujourd'hui représente les apprentis, que ce soit dans les CFA ou dans les entreprises? Il y a cette question sur laquelle les apprentis veulent se battre. Et ce qui est beau, c'est qu'ils se prennent eux-mêmes cette question-là. Ils ont l'envie, ils ont les tripes pour dire qu'on est là, on existe, on aime ce qu'on fait et on veut être respecté. Bonjour à tous et à toutes. Je vais déjà commencer.
train de se passer en ce moment. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit? Parce qu'on a l'impression que cette loi, on en a beaucoup parlé, elle nous donne cette goutte d'eau qui permet de faire justement déborder le vase de la colère. Et enfin, on a l'impression que plus que jamais, notre discours est audible et on remarque une facilité, j'ai pas envie de dire inédite, en tout cas qu'on ne retrouvait pas depuis un certain temps, à aller vers les jeunes salariés et à discuter avec eux de leur avenir. Parce qu'ils se sentent concernés vraiment, j'ai envie de dire, comme d'une façon en tout cas qu'on avait presque oublié. En tout cas, les jeunes militants CGT avaient eu toujours beaucoup de mal en fait à aller même vers les gens de notre âge pour discuter un petit peu de travail, pour discuter un petit peu de syndicalisme. C'était perçu comme quelque chose qui était un petit peu désuet, je féminise un petit peu le terme. Et aujourd'hui, il y a une actualité du combat dans l'entreprise pour le progrès social, pour le progrès des conditions de travail, qui trouve une pertinence qui n'était peut-être pas aussi évidente pour les jeunes salariés à l'époque. Alors effectivement, la loi El Khomri, elle représente tout ce pourquoi nous luttons, dans une intensité inouïe et elle est presque caricaturale en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Code du travail, on a souvent tendance à l'oublier, il ne protège pas seulement le salarié. Le Code du travail, il protège aussi l'employeur. Il fait les deux. Le contrat de travail et toute la législation du travail, elle sert à légitimer le pouvoir de l'employeur. On est un travailleur subordonné, donc on doit obéir aux ordres directives du travailleur, de l'employeur. Mais le travailleur a des compensations. Il y a des compensations sous forme de droits opposables, notamment contre le pouvoir qui pourrait être abusif de l'employeur. Et une des manifestations les plus éloquentes, c'est le droit du licenciement. Aujourd'hui, le droit du licenciement est particulièrement visé par les réformes et on voit que dans cette philosophie, dans la philosophie de la loi, on oublie, on met de côté la finalité protectrice du Code du travail. J'aimerais vous citer, et là je vais prendre mon téléphone parce que il va falloir que je regarde le projet, en tout cas les extraits que j'ai choisi de sélectionner. Aujourd'hui, on va vouloir proposer un code du travail qui est, alors de façon absolument incroyable, presque un code vraiment patronal, un code de gestion ouvrière. Quand on lit le préambule, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Je vais vous donner juste un exemple. Alors, le plus flagrant, je vous dis, c'est dans le préambule du projet, donc c'est les plus premiers articles qui sont absolument incroyables en la matière, mais je vais vous dire celui-ci. Les libertés fondamentales sont garanties dans toute relation de travail. Bon, très bien, on garantit les libertés fondamentales, super. Mais attention, il y a l'alinéa 2 qui arrive. Alinéa 2. Des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés ou les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Donc qu'est-ce qui se passe? On vous dit, voilà le principe, mais alors, vous inquiétez pas, on peut faire des exceptions et on va vous dire comment on peut faire. Alors voilà les motifs que vous devez aller récupérer pour ne pas appliquer le premier alinéa. Donc c'est fantastique, on donne à l'employeur un manuel d'utilisation ou de non-utilisation des règles du travail. Fantastique. Évidemment, c'est ce constat donc, de la précarité qui touche les jeunes et les jeunes travailleurs en particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est la précarité dans le travail, c'est la précarité sociale, parce que comme je l'ai entendu aussi de la part de la camarade de la JOC, effectivement, le travail, c'est le statut. Et effectivement, aujourd'hui, quand on a un salaire qui ne nous permet pas de pouvoir avoir une vie décente, d'avoir payer un loyer et d'avoir de quoi manger, se divertir, se cultiver à côté, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un travail décent, ce n'est pas une vie décente, une vie digne. Et je voudrais juste en profiter pour donner ce chiffre aujourd'hui. L'entrée à un emploi stable pour un jeune, c'est 30 ans et 4 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un CDI, quelque chose de stable, seulement à 30 ans et 4 mois. Donc avant 30 ans et 4 mois, comment on fait justement pour avoir accès